Bonjour Abdelrahim Hafidi, vous êtes islamologue et aussi animateur de télévision, de l'émission particulièrement de l'émission Culture d'Islam sur la chaîne française France 2. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV ce matin pour parler de diplomatie religieuse de la part du Maroc. C'est très important et il y a un think tank britannique qui d'ailleurs s'est permis d'étudier ce qui s'était passé ces dernières années sur le plan religio-diplomatico-marocain ces dernières années donc, et apparemment cette stratégie de diplomatie religieuse est une stratégie qui réussit au royaume. Bonjour Rachid Barki, merci de cette invitation. Alors, si vous me permettez, dans un premier temps, je vais un petit peu repréciser un peu les choses. Le mot diplomatie est un terme dont vous connaissez un peu le contenu, les implications. Il signifie des négociations, des compromis, des conciliabules. Ce n'est absolument pas l'option de ce qu'on peut appeler la diplomatie religieuse marocaine, car dans une diplomatie, il y a toujours du donnant, il y a le win-win, pas du tout. Ce qu'on peut appeler, ce que vous appelez la diplomatie religieuse marocaine, en réalité, c'est une politique de civilisation, on peut dire les choses comme ça, qui consacre des liens très profonds, historiques entre le Maroc et l'Afrique, car c'est bien de l'Afrique dont il s'agit. Cette profondeur ne date pas d'aujourd'hui. Elle est d'abord enracinée dans une histoire millénaire. Dès le XIe siècle, dès le XIIIe siècle, l'ensemble des dynasties qui se sont succédées sur le Maroc, que ce soit les Almoravides, les Mérinides et bien sûr la dynastie alawite, sont des véritables événements qui ont consacré d'abord les fondements ou les fondations d'un islam sunnite malikite, c'est-à-dire l'islam de la modération, l'islam des Lumières, si je peux utiliser ce terme, cher à mon ami le défunt Malik Chebel. Je dirais que le mot diplomatie est un terme qui est étroit. Le Maroc ne se retrouve pas dans ce terme. On peut dire tout simplement qu'il y a une profondeur, il y a une coopération, il y a un accompagnement du Maroc à l'Afrique dans ses aspirations, d'abord dans sa quiétude religieuse et spirituelle. Vous le savez, par les temps qui courent, l'usage de la manipulation, des détournements, des dérives. Comme dirait Edgar Morin, les dérives frappent quasiment tous les secteurs, y compris la religion. Le Maroc a une histoire, il a un héritage, il a un capital culturel, spirituel, qu'il consacre dans cette profondeur avec l'Afrique. Oui, alors pour être tout à fait sincère avec les téléspectateurs, on a une petite coupure d'image, on a le son de ce que vous dites, mais là on vient d'avoir une petite coupure d'image, c'est pas très grave, l'essentiel c'est de vous entendre, voilà, on vous retrouve. Alors, on est là, est-ce qu'on est oui, c'est parfait. Dites-moi, est-ce que, alors si on ne parle pas de diplomatie, parce que ça signifie, vous l'avez bien expliqué, compromis, est-ce qu'on peut parler de soft power dans ce cas ? Ah, le soft power, c'est autre chose. Le soft power, ce n'est pas du tout un conciliabule. C'est une présence, c'est une reconnaissance. Mais la reconnaissance d'abord par qui? Par l'Afrique, par les pays africains. Vous savez, le Maroc déploie et mobilise un certain nombre de leviers culturels, de leviers spirituels. Par exemple, le Maroc est le seul pays qui dispose d'une institution qui forme précisément des centaines d'étudiants venant d'Afrique. C'est l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, des mourchidés, des mourchidates, qui produit, si j'ose dire, un personnel de qualité, un personnel formateur qui sera un peu la transition vers l'Afrique de cette vision consacrée par une politique sous les auspices de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mominin, car le principe de la commanderie des croyants est un principe unique, est un principe qui consacre précisément ce lien au-delà de ces dimensions temporelles. C'est une relation filiale consacrée par précisément cette Imarat al-Mominin, la commanderie des croyants, qui est au cœur même du dispositif, j'allais dire presque au cœur, le cœur nucléaire de cette relation maroco-africaine. Oui, mais alors justement cette position, Imarat al-Mominin, comme vous venez de le préciser, est-ce que c'est aussi cette condition qui, quelque part, impose au Maroc de diffuser sa façon aussi de voir l'islam ? Lui imposer, non. Pourquoi? Parce que la question religieuse... Mais lui imposer moralement, j'entends.
Moralement, la morale pardon, et l'éthique sont des conditions même dans une relation. La question qui se pose au sujet du Maroc et de l'Afrique, c'est d'abord une question de confiance. C'est d'abord une adhésion. Songez par exemple qu'il y a aujourd'hui 48 sections de la Fondation Mohamed VI pour les ulama africains, 48 sections qui sont volontaires, qui ont demandé l'adhésion à cette institution qui rayonne et qui continue à rayonner, qui contribue à ce qu'on peut appeler une Afrique émancipée, tranquille, spirituellement, disons, sur le chemin de la modération. Et les Africains le reconnaissent, ils le reconnaissent par les actes, par les discours. Je vous donne juste un petit exemple. Je crois qu'on est, de façon factuelle, on est en pleine organisation de la Coupe d'Afrique. Eh bien, regardez les pays africains qui ont même perdu disons, les matchs, comment ils remercient le Royaume du Maroc, comment la Fédération camerounaise a envoyé une lettre pour remercier le Maroc de son hospitalité, de sa reconnaissance, du respect que le Maroc a vis-à-vis de ce continent, de ses populations, de ses équipes. Ça aussi, ça fait partie du soft power. Oui, alors évidemment, il y a toutes les formes mais pour revenir sur la diffusion voilà, de la religion telle qu'est, ou en tout cas l'islam tel qu'il est perçu et tel qu'il est vécu ici au Maroc pour le diffuser le plus largement possible, c'est aussi un petit peu le cas en Europe, mais comment ça se passe? Alors, l'islam marocain, comme on dit, pour utiliser ce terme maintenant couramment usité, c'est un islam qui est forgé à partir des fondamentaux, c'est-à-dire un islam malikite, sunnite, ash'arite, fondé sur la modération, mais surtout, n'oublions jamais, un élément fondamental qui caractérise, qui consacre la personnalité et l'identité marocaine. Vous savez, en Orient, quand on est en Orient, on vous répète toujours cette phrase, je vais la dire en arabe et puis je la traduis. إذا كان الشرق بلاد الأنبياء فإن المغرب هو بلد الأولياء. Si l'Orient est la patrie et la terre des prophètes, le Maroc, c'est la terre des saints. Et il ne faut pas oublier non plus que les principales figures emblématiques, charismatiques, historiques, spirituelles de l'islam, disons sunnite et soufi, se trouvent au Maroc. Sayyid Ahmed Tijani, le leader, le fondateur de la Tijaniya, est enterré à Fès. Je dirais une des grandes figures du soufisme mondial, qui est donc la fameuse confrérie, je dirais, pardon, qui est aujourd'hui une des plus grandes, elle me reviendra, qui est justement enracinée au Maroc, Abou Hassan Chadil et la Chadilia. Eh bien, le Maroc, c'est une terre d'émancipation à partir de laquelle tout un mouvement d'émancipation. Si pour certains pays, le désert, cette bande désertique constitue un obstacle, pour le Maroc, non. C'est un prolongement, c'est un pont, c'est un bridge avec l'Afrique et ça se consacre tous les jours dans les relations que le Maroc entretient avec l'Afrique. Juste Oui. un exemple très important. Il y a quelques mois, se sont réunis au Sénégal les principales confréries telles que disons la Tijaniya, mais aussi les Mourides, mais aussi la Qadiriya, se sont réunis pour rédiger un acte, une lettre, une déclaration, disons, pour affirmer à Sa Majesté le roi Amir al-Mominin le rattachement à la Imarat al-Mominin. C'est un événement considérable. Il ne se produit nulle part ailleurs. C'est dire la confiance, c'est dire l'enracinement du Maroc dans l'espace imaginaire, avec non pas une volonté de puissance, mais pas du tout, avec tout simplement cette volonté d'accompagner l'Afrique vers disons, des rivages plus tranquilles, plus prospères, en respectant scrupuleusement la personnalité de l'homme et de la femme africaine. Oui, et de la spécificité aussi de chaque pays d'Afrique. Mais la question que je vais vous poser aussi, Abdelrahim Hafidi, c'est est-ce que cette diffusion de l'islam à la marocaine, c'est aussi une manière de lutter contre l'extrémisme et le terrorisme particulièrement, qui malheureusement fait encore des dégâts en Afrique? Oui, l'islam à la marocaine, on peut le dire, mais c'est un islam justement qui se ressource au cœur même de la tradition islamique. Alors, vous avez raison, les temps qui courent depuis plusieurs années connaît un tremblement de monde avec une manipulation de l'usage instrumental de la religion, avec une radicalisation. Eh ben,
Je crois que le Maroc produit une culture, une pratique, disons, d'un islam qui à la fois projette l'Afrique dans un avenir, mais en même temps empêche, disons que les rivières se transforment en marécages. Et nous savons très bien qu'en Afrique, les menaces sont toujours présentes avec Boko Haram, avec tous les radicaux, tous les radicalisés. Je crois que le Maroc est non pas un mur, mais le Maroc est une digue. C'est une digue qui est arrimée à une Afrique qui ne demande que de se développer, de sortir de cette dépendance. Je pense que la spiritualité, et pas seulement la religion, c'est-à-dire cette dimension spirituelle qui marque l'histoire, la personnalité du Maroc, a un effet considérable sur l'Afrique et les Africains l'ont compris. Ils l'ont non seulement compris, mais ils adhèrent à cette vision. Et cette vision, elle s'inscrit dans le long terme. Elle s'inscrit dans un avenir d'émancipation, de reconnaissance de la personnalité africaine, disons, indépendamment de toutes les éclaboussures, de toutes les choses toxiques qui sont en train de menacer l'Afrique, et pas seulement l'Afrique, le monde entier. Merci beaucoup, Abdelrahim Hafidi, d'avoir été l'invité de la matinale de Médina TV.